Bonjour Esteban, bienvenue sur le podcast. On avait pas mal échangé en préparation de cet épisode et on va parler d'agilité, d'intelligence artificielle et puis tout ça au service de la performance. Euh, Déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours professionnel, voilà, dire un peu ce que tu as parcouru, d'où tu viens. Absolument. Ben, merci beaucoup, Marc, déjà pour cette invitation et pour ma présence sur ce podcast. Donc, très rapidement, donc, je suis Esteban Martinez-Quirol. Donc, je travaille depuis un petit peu plus de 25 ans, donc, dans le monde de l'entreprise, pas mal d'environnements internationaux et multiculturels. Donc moi, je viens d'un milieu où on parlait surtout d'audit et de process, donc pas trop d'humain. D'abord, plutôt des problématiques très outillage, très process. Et par la suite, j'ai rejoint plutôt les parties d'accompagnement humain. J'ai découvert ce qu'on appelle assez régulièrement l'interface entre la chaise et le clavier. Donc cet humain, travailler avec. Et j'ai eu la chance donc de parcourir donc pas mal de pays, donc plusieurs industries également. Et ça m'a amené donc à découvrir l'agilité, bien sûr, assez rapidement, avec l'avènement du manifeste agile à partir des années 2000. Et par la suite, là, depuis quelques années, autour de l'intelligence artificielle. Et comme je viens, moi, du monde des mathématiques et de la statistique à l'origine, j'ai retrouvé un petit peu le pendant. Et donc aujourd'hui, je travaille sur ces sujets-là qui sont absolument... on parlait beaucoup de disruption, là on est totalement dans une révolution, on le voit très bien aujourd'hui où on mixe à la fois ces aspects d'agilité, de coaching, d'IA, voilà, pas mal de sujets autour de l'éthique, beaucoup de sujets en devenir. Pour faire envie, là, tu disais que tu as parcouru quelques pays, tu as eu l'occasion, par ton travail, d'aller sous quels horizons? Alors j'ai eu beaucoup de chance puisque dans les années, fin des années, fin du XXe siècle, juste avant le 21e siècle, j'ai eu la chance de travailler pour une société qui s'appelle CMA-CGM, un groupe de transport maritime, et on implémentait des systèmes chez les agents, donc dans les différents pour le compte de l'armateur. Et j'ai eu la chance de travailler dans un peu plus d'une centaine de pays pour aller justement implémenter ces systèmes et de rencontrer des gens, alors quelquefois très rapidement, sous une ou deux soirées, le temps qu'on implémente l'outil, mais de voir un petit peu le cadre dans lequel les gens travaillaient, et notamment en termes de culture. Et comme on parle de trade maritime, en fait, ça amène aux quatre coins du monde, c'est-à-dire depuis l'Asie, l'Afrique, évidemment l'Amérique du Sud, mais après tous les pays nordiques aussi, donc extrêmement intéressant, très enrichissant. C'est des choses qui font envie. Moi, j'ai pas parcouru autant de pays, mais effectivement, de voir d'autres horizons, ça permet de relativiser nos certitudes et puis d'apprendre des choses nouvelles, de challenger un petit peu, quoi, ouais. Aujourd'hui, on va partir sur une présentation que tu as déjà faite, c'est ça. C'était à Agile à Montréal. Pardon. Agile enseigne une première fois et Ouais. Agile pour Montréal, absolument, au mois de novembre l'année dernière. Ouais. Et donc voilà. Et bah écoute, je te laisse démarrer un peu la présentation et puis on va rebondir au fil de l'eau. Absolument. Donc en fait, ce qui nous était venu comme idée par rapport à cette intersection entre l'IA et véritablement la mise en place de l'agilité, mais plus largement l'agilité à l'échelle, pas juste l'agilité au sein d'une équipe, mais bien au sein de l'entreprise, tel qu'on en parle beaucoup, notamment avec tous les frameworks. Et on s'était posé pas mal de questions pour voir comment finalement cette IA pouvait intervenir Mhm. pour l'ensemble des acteurs. On en parlait beaucoup, il n'y avait pas vraiment de retour d'expérience ou très peu de retour d'expérience. Et donc avec Claudie Vigneault, qui est une des associées du groupe Levio, on a proposé donc de partager à la fois un aspect conceptuel que moi j'ai apporté et un aspect opérationnel par rapport à cela. Donc je vais te partager vraiment ce slide qui est assez intéressant sur ce sujet. Donc je me permets de partager cette partie-là. Ça, tu vas pouvoir le voir directement. Dis-moi si c'est OK pour toi, Marc, ça devrait être le cas. Ça y est, c'est arrivé jusqu'ici. Donc en fait, on a fait un axe notamment sur l'IA, donc au cœur de l'agilité à grande échelle. Et on a identifié quatre axes, donc ça pouvait nous servir en termes d'optimisation, de prévisibilité, d'automatisation, voire d'alignement.
Et ça, d'un point de vue conceptuel, tout le monde le comprend très bien. Aujourd'hui, l'utilisation de n'importe quelle, on va dire, IA générative le permet facilement. La vraie question, c'était effectivement qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la réalité. Donc, d'un point de vue optimisation des process, on était assez à l'aise. On savait effectivement qu'on est capable aujourd'hui d'analyser beaucoup de données, donc de prioriser tout ça. Et ce qu'on a été chercher, c'est le mettre en place chez certains clients. Et donc, le groupe, justement, Levio, l'a testé, donc, dans une société qui s'appelle TELUS, où justement, ils ont vraiment optimisé le process basé sur l'IA. Et ça a permis des accès, ce que tu disais tout à l'heure, orienté performance, sur des orientations d'amélioration continue qu'on a été capable vraiment de mesurer. C'est-à-dire non seulement prendre des décisions, mais très rapidement se rendre compte qu'on était capable d'impacter le temps de cycle et qu'on pouvait également réduire les coûts et augmenter la qualité. Donc, on avait une mesure qui tout à coup n'était plus conceptuelle, c'était plus des vœux pieux, mais c'était une réalité, notamment sur cette accélération finalement et l'exploration du processus. De la même manière, un deuxième exemple dont je voulais te parler, c'était cette capacité à améliorer la prévisibilité ou la planification stratégique. Quand on parle d'agilité à l'échelle, oui, je t'en prie. C'est des choses que tu nous détailleras après un Oui, peu. Après, ça rentre dans précisément. des choses confidentielles, mais comment vous avez fait Absolument. Je reviendrai sur le contenu pour ces deux exemples. Ok, formidable. Le deuxième sujet dont je voulais te parler, c'était vraiment cette notion de planification. Quand on parle d'agilité à l'échelle, on parle évidemment beaucoup de la gestion du portefeuille, on parle beaucoup de ces sujets qui sont très transverses, qui vont vraiment orienter l'entreprise. Et d'un point de vue conceptuel, encore une fois, c'est assez facile d'identifier les problématiques liées aux impacts, aux risques et aux flux de valeur. Ça, on sait le faire, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est comment ça pouvait être fait véritablement. Donc là, on avait une société aussi pour qui on a été capable de travailler en termes de ressources, de recherche et développement pour optimiser leur réseau avec de l'IA. Donc là, on avait véritablement une capacité à travailler sur des nouveaux réseaux distribués, donc travailler sur des nouveaux flux de valeur, de manière à créer de l'innovation et pour s'assurer finalement qu'est-ce qui était le plus pertinent en fonction des réseaux recherchés. Donc là encore, à la différence de projections ou d'hypothèses qu'on mettrait énormément de temps à aller chercher, notamment parce qu'il faut que l'ensemble des acteurs interagissent, là, on a eu la capacité d'avoir très rapidement, sur un laps de temps extrêmement court, l'apprentissage qui était nécessaire et comment on pouvait surtout repivoter par rapport à nos situations. Donc ça, c'est vraiment deux cas précis. Dans la présentation, on en a fait à peu près une quinzaine qui permettent d'avoir des retours d'expérience concrets, opérationnels, mis en œuvre chez des clients par rapport à ces concepts clés. Est-ce que tu veux que je revienne en détail un petit peu sur Oui, chacun? c'est ce que j'allais dire. Ouais, que tu nous dises un petit peu plus ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, les résultats obtenus. Ouais. Absolument. Donc, chez TELUS, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait vraiment besoin de mieux comprendre leur processus. Donc, il a fallu déjà faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire un audit au niveau des processus. On a exploré pas mal de choses, mais là, on avait une vraie problématique, c'était la volumétrie. On avait énormément d'informations et finalement, énormément souvent de biais dans l'analyse même de ces informations. Donc, la première des choses qui a été faite avec l'IA, ça a été de redéfinir des patterns, de redéfinir finalement des structures pour analyser l'ensemble de ces flux. Donc ça nous a permis de finalement mettre de côté dans une bonne analyse gaussienne la partie centrale qui nous intéressait et évacuer finalement le bruit que l'on pouvait avoir autour et se focaliser véritablement sur une partie qu'on appellera des modèles prédictifs pour s'assurer que les fameuses root causes, les causes racines, véritablement les causes profondes soient mises en évidence. En fait, cette démarche nous a permis d'évacuer des mauvais biais qu'on aurait pu prendre en termes d'analyse, qui nous auraient fait croire à ce qu'on appellerait des faux positifs d'un point de vue statistique, qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Et surtout, ça a permis de confronter tout de suite la société à une pertinence par rapport à l'exécution des commandes. C'est-à-dire qu'on voyait très vite les choix qu'on avait faits, quel était l'impact pour eux d'un point de vue amélioration. En termes de ratio, on n'a pas mis tous les éléments, on l'avait dit oralement et je vais te le redonner, on a eu une augmentation quasiment en termes de gain de cycle de temps de 35%. À peu près. Voilà. Il faut savoir qu'en général, 20 à 25% sont quasiment mécaniques dès lors où tu clarifies ton processus, mais on a quasiment gagné 10% de plus parce qu'on a été capable d'analyser la data sous-jacente, dans le cadre de notre analyse. D'accord, ok, oui. Évidemment, une réduction de coûts puisque une fois que ça a été automatisé, on a eu beaucoup moins de temps à passer pour analyser l'ensemble des nouveaux flux qui rentraient, puisque finalement, ils ont été mis de manière, on les a et automatisés et industrialisés. Vous avez, oui, c'est ce que tu disais,
la phase d'analyse a été accélérée elle-même déjà, c'est ça ou... Absolument. La phase d'analyse, on a gagné à peu près quasiment 60 à 70% du temps. Oui, c'est significatif, quoi. C'est extrêmement significatif puisque l'avantage de l'IA, c'est qu'elle identifie très rapidement n'importe quel pattern. Et donc après, ben, une fois que tes patterns, tu les as identifiés, c'est assez facile de savoir. Lui va faire en fait une garde de triage assez simple que nous, on passerait quand même beaucoup plus de temps à faire. On a passé du temps toujours à définir on va dire les scénarios d'audit. Ça oui, à les valider. Mais une fois qu'ils étaient implémentés, ça nous a permis quand même de beaucoup plus gagner et notamment ben, sur l'ensemble de ces flux. Sachant que donc TELUS, comme c'est noté sur le slide, c'est la deuxième entreprise de télécommunications donc au Canada et les flux sont absolument énormes. Et le point d'entrée, c'est parce que vous avez utilisé, si je comprends bien, quelque chose, enfin ChatGPT ou consort, et c'était vous avez eu des interviews, c'est le compte rendu des interviews C'est exactement ça, exactement. Alors, avec donc c'était une IA générative que l'on a déployée spécifiquement par le biais de Levio et avec TELUS, puisque c'est totalement fermé, c'est totalement étanche. Mais oui, effectivement, on l'a alimenté par l'ensemble des précédents audits qui avaient été faits, analyse des processus, D'accord. tout ce que l'on met sur les fameuses démarches de type SIPOC ou autre en termes d'analyse de processus. Et ensuite, on a par contre redéfini ce que l'on voulait véritablement gagner, notamment ce que tu vois apparaître en vert sur les slides, c'est-à-dire les temps de cycle et la qualité, la réduction des coûts. C'était vraiment comme quand on utilise basiquement le ChatGPT, c'est vraiment l'intention qui fait la différence. Et c'est comme ça qu'on a vraiment été capable d'améliorer l'ensemble des flux d'exécution qui étaient vraiment sous-jacents et qui étaient on va dire, notre core business en termes de travail. Donc le préalable, c'était d'avoir déjà tous ces interviews d'une part, et puis d'autre part mettre l'infra pour que ça reste confidentiel. C'était une Absolument. infrastructure, une sorte de RAG C'est ça, intégrée, absolument. voilà, qui est fait pour l'entreprise sur ses ordinateurs à elle, quoi. Et le point crucial, tu l'as cité, Marc, c'est vraiment la qualité de la data en entrée. C'est-à-dire, on a passé quand même beaucoup de temps à clarifier, à vraiment designer quelle était la qualité de data qu'on attendait avant de la traiter. C'est-à-dire, on a vraiment finalement très peu de déperdition sur une mauvaise qualité de data. Ça, c'est vraiment le point crucial parce que quand tu analyses beaucoup de données, si déjà la qualité, je parle même pas de doublons, je parle vraiment de données non utilisables en fait parce que non pertinentes tout simplement ou qui te génèrent plus, ce que je disais tout à l'heure avec une gaussienne, beaucoup de points finalement dans ton nuage de points complètement extérieurs à ce que tu recherches et que tu ne comprends pas. Et après, tu vas passer beaucoup de temps à essayer d'expliquer des choses qui de facto de toute façon sont pas explicables. Donc autant les mettre de côté. Donc il y a aussi des arbitrages. Ça a apporté aussi une clarification dans les arbitrages dans l'entreprise sur ce qu'ils voulaient vraiment adresser. D'accord, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez mis combien de temps à peu près pour obtenir ces Alors, résultats? on a eu 6 mois d'intervention avant d'avoir quelque chose de qualitatif. On a perdu la Et le connexion. premier MVP est sorti au bout de 2 mois. On a fait en 2 mois un premier MVP qui était tout à fait On a perdu correct la en termes de connexion. résultats. Et il a fallu 6 mois pour vraiment l'automatiser et l'industrialiser sur l'ensemble des datas qui rentraient au niveau de TELUS sur ces sujets-là. Tu m'entends, Marc? Oui, oui, bon, on comprend le montage. C'est chez moi, ils viennent de faire une coupure sauvage. D'accord, ok. Je viens de recevoir un message du gardien disant qu'ils avaient coupé. En fait, ils ont changé les câbles d'un côté à l'autre. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Je couperai, je laisserai juste un Les petit joies du direct. Excuse-moi. Ah, c'était assez violent là. peu repartager. Ouais, excuse-moi, je te repartage tout de suite. En même temps que ça a coupé, j'ai eu un message du gardien disant on débranche et on rebranche. Bah oui, j'ai vu. Non, non, mais c'est pas. Bon, bah écoute, tu me dis quand t'es prêt. De toute façon, ça continue à enregistrer là depuis tout à l'heure. C'est juste, je couperai la partie Ok. qui. Je reprends juste pour expliquer effectivement le périmètre, comme ça tu pourras recaler exactement. Donc, en termes de périmètre, ce qui était important par rapport à cette mission, c'était de travailler sur 6 mois avant la mise en production complète. Et on a lancé un MVP au bout de 2 mois, qui permettait déjà d'avoir l'ensemble de la structuration, l'infra dont tu parlais tout à l'heure. Et on a totalement assuré notamment la qualité des datas. Et donc, au bout de 6 mois, le processus en lui-même, permettant de lier et l'IA et à l'agilité, fonctionnait de manière régulière donc chez TELUS.
sur ces chaînes de valeur qui étaient différentes pour les préparations. Voilà sur ce périmètre. Ok, très bien. Le deuxième que je peux te présenter un peu plus en détail, c'est évidemment, donc ça concerne Sienna, donc qui est une société donc qui fabrique donc de la haute technologie. Eux, on était sur un périmètre un peu différent puisqu'il s'agissait côté recherche et développement donc d'optimiser leur réseau avec l'IA. En fait, eux avaient donc une problématique particulière qui était de savoir quel était finalement le bon moteur de réseau distribué intelligent. Donc là aussi, énormément d'opportunités, énormément de choix. Et la question était de savoir finalement qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour ce faire et lequel serait le plus pertinent. Donc là encore, le but c'était pas de partir sur tous les schémas, c'est un peu comme si tu veux optimiser un LPM. Le but c'est pas de redéfinir toutes les chaînes de valeur, mais c'est de s'assurer que on apprend régulièrement en fonction d'un certain nombre d'hypothèses et que les hypothèses que l'on va valider au fur et à mesure, comme un MVP global, permet de le faire. Donc ce que l'on a mis en place, ça a été des agents. On a mis en place donc des agents pensants qui ont permis notamment de s'adapter en continu par rapport à cet apprentissage. En fait, on a fait ce qu'on appelle du renforcement d'apprentissage. On a également travaillé sur un apprentissage basé donc sur des prédictions à l'état futur, c'est-à-dire qu'on avait des états désirés et on essayait de s'approcher de ces états désirés. Et enfin, on a travaillé notamment sur des formes de systèmes de récompense qui étaient influencés par d'autres agents. Donc en fait, on renforçait la structuration qui paraissait être la plus optimale, encore une fois en fonction de critères qu'on avait déterminés, pour s'assurer que les ressources du réseau étaient les plus opportunes par rapport à ce qu'on voulait, que ce soit en termes de débit, en termes de vitesse d'accès, en termes de temps d'accès, peu importe les critères qu'on avait définis, ça permettait de définir des nouvelles finalement orientations en termes de génération d'outils de communication, voire même, puisque dans leur cas, ça concerne aussi l'Internet des objets, l'IoT, ça permet d'aller toucher également à ces fameuses optimisations au niveau de l'IoT. Donc, c'est assez intéressant en termes de fonctionnement. Quand tu parles d'agent, c'est le terme à la mode cette année, tu mets quoi derrière Alors moi, je vais revenir à une définition très basique de ce qu'on appelle les agents par les gens qui ont produit les premiers agents, notamment donc au niveau des sociétés qui aujourd'hui de type OpenAI ou d'autres ont mis en place de l'agentique. C'est vraiment le fait d'automatiser une IA par rapport à elle-même. C'est-à-dire c'est un ensemble d'actions qui vont se mettre en œuvre les unes par rapport aux autres de manière, on va dire, totalement industrialisée, sans aucune interférence humaine à partir d'un certain nombre de critères qui ont été prédéfinis. L'exemple le plus simple, ce serait de répondre ou de placer un certain nombre de mails dans tes boîtes mail en fonction de certains critères. Ça, c'est vraiment la vision la plus simple. Là, dans notre cas, on peut avoir énormément de nœuds qui vont apparaître. On va dire, voilà ce qu'on a en entrant. On a des critères, en fonction des critères, on a des règles de gestion qui vont nous amener de tel ou tel côté avec des arbres de décision. Donc, c'est vraiment l'automatisation de règles ou d'arbres de décision de manière totalement transparente pour l'humain, puisque c'est géré véritablement par l'IA en tant que tel. C'est vraiment ça ce qu'on appelle un agent. C'est un ensemble d'actions faites par l'IA pour l'IA, mais sur lesquelles l'humain a quand même on va dire une présence en amont pour avoir défini quels étaient les critères te permettant de faire des choix d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus intéressante. Ensuite, je vais pas reprendre tout le détail dedans, mais je te le montre vraiment pour information. Donc, un slide qui était important pour présenter un petit peu à tout le monde, c'était ce qu'on appelait aujourd'hui l'IA et notamment la partie qui nous intéresse sur l'intelligence artificielle générative, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, évidemment, et l'IA générative, c'est qu'une toute petite partie sur laquelle on va interagir et interférer. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, de compréhension à préciser. Et là aussi, beaucoup d'entreprises, finalement, un des retours que je peux te faire dessus, c'est la vraie différence dans les entreprises qui mettent en place de l'IA aujourd'hui, et notamment l'IA générative, mais même de l'IA au niveau de l'IoT, ce sont des gens qui ont d'abord et avant tout travaillé sur la qualité de la data. C'est vraiment la data qui fait vraiment la différence. Tout le reste sont des choses qui vont s'alimenter assez facilement, mais c'est vraiment. Oui, de toute façon, même, je dirais même l'informatique en général, c'est à la fois des données et des traitements, quoi. Absolument. Et l'intelligence artificielle au sens large, le plus que ChatGPT, machine learning, etc., ça se nourrit d'abord de la donnée, quoi. Exactement. C'est vraiment et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui fait que certaines entreprises
reviennent un peu sur leurs pas dans le développement de solutions autour de l'IA, c'est que soit la data n'est pas de qualité, soit le coût associé pour mettre à niveau la data est trop élevé. Dans le cas précédent, vous aviez obtenu quels résultats ou vous aviez mis en place des KPI Alors en fait, on a mis en place dans le cas que je t'ai présenté chez Senior, ce qui était très intéressant, ça a été surtout leur la définition finalement des nouveaux modèles qu'ils ont mis en place. En fait, le vrai résultat, ça a été de leur ouvrir des nouveaux modèles auxquels ils n'avaient pas pensé, donc D'accord. notamment sur la manière dont les réseaux pouvaient se mettre en œuvre. En fait, ça a enlevé, un peu comme dans le cas précédent, ça a enlevé des biais que les personnes ne s'autorisaient pas forcément à franchir parce qu'on avait potentiellement des coûts trop importants. Le lien que tu peux faire, si tu connais cette notion-là, Marc, c'est un petit peu avec ce qu'on appelle les jumeaux digitaux qui ont été aussi présentés dans différents symposiums. Et cette notion de jumeaux digitaux permet en fait de réduire les coûts. Donc en fait, on pouvait faire des choix d'infrastructures, de nouvelles structures, sans finalement supporter le fait de véritablement avoir besoin d'avoir tout le matériel ou infra nécessaire. D'accord. Ça a permis vraiment d'aller faire Je pense sincèrement qu'ils se sont autorisés peut-être une augmentation quasiment de 150 ou 180% d'augmentation de tests en termes de budget potentiel sur des nouveaux choix qu'ils n'auraient pas fait préalablement. Parce que justement, c'était fait de manière totalement digitale et qu'il n'y avait pas besoin de mettre en œuvre réellement les points à points et l'ensemble des serveurs ou autres, ou même de développement de cloud nécessaires. Ouais, il y a un côté, c'est un outil de simulation Absolument. où on peut jouer avec, voir, même si ça donne pas les vrais résultats, ça permet de tester avant de le mettre réellement en œuvre, quoi. Au moins d'éviter les gros problèmes et puis ça coûte pas très très cher de faire tourner un peu la CPU. C'est ça. Et un résultat très concret que l'on a eu aussi, ça a affecté ce qu'on appelle les ABAC. C'est-à-dire que les ABAC qui avaient été posés ont été totalement modifiés par ces nouveaux modèles, en fait. Donc, il y a vraiment des impacts très réels. Et c'était vraiment ça, la grosse force de cette conférence, c'était de passer d'un aspect très concept, où on est à peu près tous d'accord dessus, sur la réalité quand certaines entreprises le mettent en œuvre. Il y en a un dernier que je voulais te montrer parce que je l'avais fait pendant qu'on en parle, j'y ai pensé, qui est très intéressant parce que ça concerne en fait une structure aux États, donc au Canada. Alors, je vais passer un peu sur la presse, mais je vais t'en parler assez rapidement. Ça va être assez intéressant. Hop. Alors, c'est ici. Excuse-moi, j'arrive dessus. C'était celle-là, qui était très intéressante puisqu'en fait, elle était basée sur énormément de données. Elle était très orientée justement sur l'aspect social et c'était une volonté. Oui, Tu peux nous préciser un peu le cadre de l'entreprise ou voilà. bien sûr. Donc en fait, c'est une structure qui s'appelle Jeunesse J'écoute. Donc c'est une structure en fait au Canada qui s'intéresse justement à de l'accompagnement au niveau des personnes, des jeunes adultes et notamment au niveau donc de la santé mentale. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, beaucoup de données provenant d'énormément de réseaux de type TikTok, Instagram, vraiment beaucoup d'informations, énormément de messages, plus de 45 millions de messages sur la phase sur laquelle on a travaillé. Et l'idée, c'était d'être capable d'identifier pareil, un petit peu des signaux faibles, des patterns derrière tout ça, et pour voir comment véritablement l'IA pourrait aider à l'analyse justement de ces sentiments qu'on peut retrouver. Donc là, il y avait aussi un côté très social, voire sociétal, derrière ça, derrière cette demande. Et là, ça a été extrêmement intéressant, la valeur qu'a apporté l'IA, puisqu'elle a permis de mettre en place un vrai modèle d'apprentissage sur la manière de réagir à certains messages et d'identifier ces fameux signaux faibles. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il y avait aussi un impact direct, puisque là, on parle aussi d'impact en termes d'intervention physique, de personnes qui vont se déplacer pour aller justement voir d'autres personnes physiquement ou de les appeler. Donc, on a vraiment eu un système très intéressant. Et c'est là où on s'est rendu compte que non seulement l'IA pouvait être évidemment intéressant d'un point de vue performance d'entreprise, mais pouvait être totalement aussi déployée sur de l'aide d'un point de vue sociétal ou social, et y compris sur des populations sur lesquelles en fait on n'a pas beaucoup d'outils, parce qu'en fait on est très mal outillé pour analyser autant d'informations sur ce type de réseau, que ce soit donc encore une fois un TikTok, Instagram ou autre, parce qu'en fait on n'a pas forcément pris la mesure
des enjeux qui sont véritablement derrière. Donc, c'était très intéressant comme exercice. Oui, puis là, typiquement, si je comprends bien, c'est des commentaires ou des messages qui sont envoyés et, et on n'est pas sur de la data structurée comme Absolument. en informatique, mais et là, j'imagine c'est des LLM ou quelque C'est chose comme ça. ça. Et, Absolument. et c'est les seuls outils qui permettent ce type d'analyse, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment un gros travail qui a été totalement donc ce qu'on appelle le reinforcement, le fait d'avoir, on va dire, Ouais. amélioré l'apprentissage a été fait avec donc des personnes donc de chez Jeunesse J'écoute et des personnes qui travaillent dans le monde du social Mhm. pour être capable de, encore une fois, de décliner les bons messages, puisque l'objectif, il est véritablement d'aider ces jeunes par rapport à des problématiques qui pourraient se produire au niveau de la santé mentale. Et donc le but, il est vraiment d'être dans une démarche. On parle beaucoup de bienveillance, mais là, il y a vraiment pas de jugement. On est vraiment avec une prise de recul énorme. Et il a fallu apprendre à la machine à ne pas interpréter ou surinterpréter des messages et à Ouais. prendre justement ce recul avec toujours l'accompagnement, puisque c'est ce qui a été quand même la clé, c'est de donner des outils à l'ensemble des personnes qui travaillent donc dans ce type de structure, d'organisme, pour véritablement aider. Donc ça a augmenté les résultats majeurs que moi j'ai vus sur le terrain. Ça a été vraiment une augmentation vraiment pour rencontrer les personnes. C'est-à-dire, ça a favorisé la rencontre entre l'ensemble des personnes qui travaillent pour cet organisme et cette association avec les personnes sur le terrain. Et ça a permis surtout, en fait, de créer des nouvelles alliances avec des institutions sur le fait que c'était pertinent de les accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne venait plus en disant on a un ressenti, mais on arrive avec de la data qui est structurée Mhm. et qui démontre pourquoi certaines politiques, d'ailleurs politiques publiques, puisque là c'était l'orientation dont nous parlait Claudie pendant la présentation, il y a un impact potentiel sur des politiques publiques qui seront mis en œuvre donc au Canada sur la partie francophone suite au travail qui a été fait avec Jeunesse J'écoute. Et puis l'intérêt là-dedans, c'est que c'est pas une impression de quelqu'un, C'est ça. et que ça me fait penser, alors à une toute petite échelle, moi j'avais fait ça en enregistrant des appels avec des clients et après je les fais relire à des outils LLM Mhm. et ça m'est arrivé un tout petit point où c'était passé dans la conversation et puis il dit tiens, t'as pas creusé ça. Et moi j'étais focalisé sur les choses qui étaient importantes pour moi, mais du coup j'avais zappé qu'effectivement on est juste passé dessus, mais c'est important. Absolument. Et ça permet comment, d'avoir un outil qui est froid par rapport à ce qui est dit. Juste dit, bah voilà, il y a tel truc, là c'est important, peut-être qu'il faut creuser. Derrière, justement pour les politiques publiques, de quantifier en disant, bah c'est pas j'ai l'impression, on a telle proportion, ça c'est important de traiter. Ça, c'est moins, c'est secondaire. Absolument. Tu es exactement dans le vrai, Marc. Mhm. Un élément qui ressortait par rapport à ça, c'était des campagnes de la part du gouvernement qui avaient pu être envoyées donc là sur la partie du Québec. Et on se rendait compte qu'il y avait très peu d'échanges au niveau Instagram ou TikTok ou autre par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact était quasiment très faible, pour ne pas dire inexistant, alors qu'on pensait que la communication sur ces nouveaux programmes était énorme. Et donc ça permet aussi effectivement d'avoir des retours, des feedbacks très très directs sur énormément d'actions qu'on peut mettre en œuvre et ajuster donc ce qu'on avait mis dans la slide, d'ajuster vraiment les programmes d'allocation des ressources par rapport à ça. Donc c'était vraiment très intéressant de le déconnecter un peu de l'aspect business en tant que tel, mais de l'amener sur une notion de performance alors, sociétale qui est essentielle et qui est cruciale aussi, voire avant tout. Oui, d'accord. On n'est plus au niveau de l'entreprise là, mais c'est au niveau du fonctionnement global du Absolument. pays. C'est ça. Puis c'est intéressant. Il y a comment c'est, allez, je vais utiliser un gros mot dans ce cadre-là, mais est-ce qu'il y a des KPI qui ont pu mesurer des améliorations ou est-ce que... Oui, oui, en fait, vraiment les KPI, ça a été vraiment les nouvelles, finalement, la multiplicité des contacts entre les accompagnants et les Mhm. personnes sur le terrain. Ça a été un des premiers éléments. Ça a permis aussi de vous se rendre compte qu'on avait quand même finalement, encore une fois, des structures, des patterns qui apparaissaient sur lesquels on peut intervenir très en amont, permettant d'accompagner les personnes donc dans des situations de difficulté. Donc oui, on a aujourd'hui énormément finalement d'indicateurs qui vont permettre de mesurer l'impact
à la fois de l'analyse qu'on a mis en œuvre pour voir si elle est pertinente ou pas pertinente, d'identifier ce que tu disais tout à l'heure, comment on identifie des signaux faibles que l'on voit habituellement pas, voire même de faire intervenir d'autres professionnels de la santé, par exemple, vers lesquels on les aurait pas directement orientés. Donc en fait, on a une meilleure compréhension et c'est là où on se rend compte aussi de toute l'importance du rôle des accompagnants et de l'humain au sens premier du terme et de sa sensibilité. Et moi, c'est vraiment ce que ça a mis en évidence ce projet-là, c'est la qualité de l'accompagnement entre l'IA et l'humain et que la sensibilité de l'humain permettait vraiment de prendre toute la dimension de l'outil. Mais c'était vraiment la sensibilité de l'humain qui le permettait. Sinon, encore une fois, c'est uniquement qu'un énième tableau qui tombe avec des indicateurs de toutes les couleurs que tu veux. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Peut-être pour terminer, tu as, en fait, je réfléchissais, j'allais te poser la question comme ça, enfin, c'est quoi le futur? Et peut-être ce que toi, pour toi, tu es en train de mettre en place avec un outil où justement tu as donné à manger à la machine tout un tas de connaissances, parce que tu fais aussi de l'accompagnement. Peut-être si tu peux nous dire un mot pour terminer sur ce Bien que tu es en sûr. train de mettre en place, ton outillage justement qui utilise l'intelligence artificielle. Avec grand plaisir, Marc. Merci beaucoup. Ben donc moi, ça va faire à peu près 1 an et demi maintenant que j'ai commencé à configurer sur une base de ChatGPT, qui est l'un des premiers outils à l'avoir permis, mais encore une fois, aujourd'hui, on pourrait l'imaginer plus largement. Ça a été d'alimenter, oui, pendant un peu plus d'un an et demi, une IA générative avec un ensemble d'informations provenant donc du terrain, provenant d'accompagnements que j'ai pu réaliser, de différentes méthodologies aussi qu'on va retrouver en termes d'accompagnement, que ce soit dans le coaching professionnel ou que ce soit autour de tout ce qui va toucher plus largement aux neurosciences ou à la psychologie cognitive. Et ça a été donc de déployer un outil aujourd'hui que j'utilise dans le cadre de mes activités qui se prénomme Catalia. Et cet outil, en fait, permet d'avoir en fait une forme de sparring partner qui va te Mhm. donner une certaine résonance par rapport à une situation telle qu'elle existe, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de confrontation. Le but, il n'est pas d'apporter une réponse. On est plutôt dans, si tu connais les notions autour de la polarité, de travailler vraiment sur quelque chose de commun et pas du tout de fixe. Le but, c'est Mhm. vraiment d'être dans le et non pas dans le versus. Donc, être Mhm. capable, dans une vision très yin-yang, finalement, de se dire, ben voilà comment je veux interagir avec. Voilà aujourd'hui le futur dans mes accompagnements. Et c'est quelque chose, donc ça commence à être opérationnel déjà ou... Alors moi, ça va faire à peu près 6 mois que je l'utilise dans le cadre de mes coachings. Et D'accord. aujourd'hui, en fait, dans le cadre des nouvelles travaux que je mène avec un petit collectif là de coach, ça va Mhm. devenir plus opérationnel. On va un peu plus communiquer dessus. Mais oui, ce sont des choses qui commencent à apparaître sur le marché. Le but, c'est encore une fois d'avoir en tout cas dans ma perception de l'utilisation de l'IA, avec une vision très éthique de tout cela, c'est d'avoir quelque chose qui t'accompagne et pas quelque chose qui te contraint. Donc le but, il n'est pas d'aller chercher. Encore une fois, on revient à la base du coaching. C'est quelque chose qui est là pour vraiment te questionner, t'amener à trouver ta propre voie et pas à te dire, voilà, Marc, vu ce problème que tu m'apportes, voilà la solution qui serait la solution. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un sparring partner, quoi. C'est un sparring partner qui va t'ouvrir des perspectives. En plus, plus tu l'alimenteras toi, puisqu'on est complètement dans quelque chose d'étanche, où il n'y a aucune conservation de l'information, en tout cas d'aucune sorte. Il n'y a que toi qui vois ce que tu fais. Et ça te permet de donner un peu plus de cadre, de qui toi tu es également, par exemple. Et ça va aller chercher des choses qui sont peut-être liées à tes croyances limitantes, à des choses qui te sont très personnelles. Donc quelque chose de plus d'accompagnement, voilà. Restons dans l'humain, même si on utilise des outils, on peut être dans l'humain. Et c'est d'ailleurs la force. En tout cas, pour moi, le coaching, c'est d'abord avant tout de l'humain et de la relation. Donc, l'outil ne reste qu'un outil, même s'il est très sympathique. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci de nous avoir accordé du temps pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Puis dans des cadres complètement techniques, hein, comme l'opérateur télécom au Canada, et puis des choses où on va mettre, bah, comme tu disais, plus de l'humain, et même aborder différents types de performances. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ben, Et merci ben, beaucoup, Marc, pour l'invitation, en tout cas, et la proposition. C'était un plaisir de parler avec toi. Et en tout cas, belle émission. Merci encore. merci Esteban. À bientôt. Au revoir. Voilà.